What is up, family? We have another Patreon request. Et cette fois-ci, on a les pires erreurs humaines qui ont changé l'histoire. I believe that means the worst human errors that basically changed history. That's how effed up they did things. Made such big mistakes it changed history. Humans make errors? Politics, governments make mistakes? This can't be. This can't be right. Bon, je pense qu'il nous arrive tous de foirer une recette de gâteau, rater une sortie d'autoroute ou même oublier une pièce jointe à un mail. Souvent, ces erreurs, elles sont pas très graves. Mais ce n'est pas du tout le cas des erreurs humaines dont on va parler dans la vidéo. Rapprochez-vous mes poissons lions. En fait, on va voir les pires erreurs humaines qui ont changé le cours de l'histoire, que ce soit de l'Antiquité à nos jours. Déjà, vous allez découvrir comment une rupture amoureuse a provoqué la guerre de 100 ans, mais vous verrez aussi comment un mauvais calcul a permis la découverte de l'Amérique, ou encore qu'une erreur de traduction est en partie à l'origine du célèbre bombardement d'Hiroshima. Et enfin, comment des scientifiques trop pressés ont causé une grave catastrophe nucléaire. Et tout ça, et bien plus encore, on va le voir en 22 minutes et 22 secondes précisément. Let's do it. Le cheval de Troie. La guerre de Troie, c'est quand même un épisode majeur dans l'épopée du héros Ulysse, qui est raconté dans le récit mythologique de l'Odyssée d'Homère. En fait, dedans, il y a une guerre qui est déclenchée par une histoire d'amour entre Paris, qui est alors prince de la ville de Troie, et Hélène, qui est considérée comme la plus belle femme sur Terre. Sauf que le souci, c'est que Hélène, elle est déjà mariée à Ménélas, qui est le roi des Spartes. Et du coup, ce dernier décide donc de déclarer la guerre contre Paris et d'assiéger Troie. Sauf que la guerre s'éternise, et c'est là que le fameux Ulysse, qui fait partie du coup de l'armée de Ménélas, donc les Spartes, il trouve une idée de génie. En fait, le plan, c'est de faire croire aux Troyens qu'ils ont lâché l'affaire et qu'ils leur offrent un gigantesque cheval de bois en guise d'offre de paix, quoi. Là, les Troyens, ils sont refaits. The Trojan horse, everybody knows this story. Ils acceptent et ils font alors entrer le cheval dans la cité. Sauf que, à la tombée de la nuit, des soldats, dont Ulysse, sortent du cheval, ouvrent les portes de la ville. Et là, l'armée de Sparte en profite alors pour pénétrer dans Troie et massacrer les ennemis et remporter alors la guerre. Mais petit plot twist, j'ai envie de dire. En fait, si je vous disais que là, le cheval de Troie n'était en réalité pas un cheval, mais un bateau. Bon, ça, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'avait défendue l'archéologue Francesco Tibboni. Quand l'auteur latin Virgile a traduit l'Odyssée, il a traduit le mot hippos par cheval. En réalité, Homère utilise le terme hippopotame qui signifie cheval de fleuve, et qui a donné le nom de l'animal qu'on connaît. Sauf que le mot hippopotame qualifierait en vérité un bateau avec à sa proue une tête de cheval sculptée et non un cheval en bois. Je vous laisserai juger de cette théorie sur le cheval de Troie. L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Really? Un autre épisode qui est quand même assez célèbre de l'Antiquité, c'est l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, en Égypte. Pour rappel, c'était quand même le plus grand bâtiment dédié au savoir de l'humanité de l'époque. En fait, on estime que la bibliothèque contenait près de 500 000 écrits, sous forme de papyrus et de parchemins de philosophes et de scientifiques, qu'ils soient grecs, égyptiens ou perses. Sauf qu'en 48, avant JC, un drame s'est produit. La bibliothèque d'Alexandrie et tous les écrits qu'elle contenait sont partis en fumée suite à un méga incendie. Et c'est là que se pose en fait une question. Quelle erreur humaine est à l'origine de cet incendie? Et bien là, il y a plusieurs hypothèses. Et là, l'une des plus connues, c'était de mettre en cause Jules César. Parce I thought it was a guy who was smoking weed. He was smoking weed and he just threw the joint on the ground and it lit something up. And then that's not what happened? En effet, au moment de l'incendie, César était venu à Alexandrie avec son armée défendre Cléopâtre qui menait une guerre civile contre son frère Ptolémée XIII. Et là, c'est en ayant mis le feu au bateau égyptien que les flammes se seraient propagées jusqu'à la bibliothèque. Donc la bibliothèque n'était pas visée directement, mais c'était un dommage collatéral. Après, d'autres versions disent aussi que c'est en réalité les chrétiens, plusieurs siècles plus tard, qui auraient mis le feu à la bibliothèque, qui était considérée à ce moment-là pour eux comme un centre de culture païenne. Et enfin, d'autres disent que c'est plutôt au 7e siècle, donc bien après, que le calife arabe Omar aurait fait brûler tous les ouvrages considérés comme contraires à sa religion. Et qu'il aurait même dit à ses soldats de les utiliser pour aider à chauffer les bains publics. En tout cas, de nos jours, That one I believe because religion makes you do crazy shit. c'est quand même difficile de savoir ce qui s'est passé et il y a beaucoup de légendes qui circulent. Mais bon, quoi qu'il en soit, les archéologues n'ont jamais retrouvé la moindre trace de la bibliothèque. La catastrophe de Fidène. Alors cette histoire-là, elle se déroule 27 ans après JC, dans la ville de Fidène, à quelques kilomètres en fait au nord de Rome. Et là, un certain Attilius, qui est une sorte d'entrepreneur de l'époque, il a eu l'idée de fabriquer un amphithéâtre pour organiser de grands spectacles de gladiateurs. Le problème, c'est que Attilius, il est un peu radin, et il veut tout faire à l'économie. Et il commet alors l'erreur de faire construire toute sa structure en bois, sans fixation solide, et sur un sol qui est pas hyper plat, tout ça pour payer moins cher, quoi.
Résultat, le jour du spectacle de gladiateurs d'inauguration, toute la structure s'effondre et provoque la mort de 30 000 spectateurs. Suite à cette catastrophe, à ce drame, l'Empire romain a mis en place des règles de construction très strictes et a exigé un budget minimum pour construire ce genre de bâtiment. D'ailleurs, certaines de ces règles ont été enseignées dans les écoles d'architecture au fil des siècles et sont encore appliquées de nos jours. Un divorce mal calculé. Notre histoire commence en 1137 lorsque le jeune roi de France, Louis VII, épouse Aliénor d'Aquitaine. Et comme souvent à cette époque, en fait, c'est un mariage stratégique, c'est un truc arrangé, parce que Aliénor, elle est héritière du très grand duché d'Aquitaine, qui occupe quand même toute la partie ouest de la France. Le souci, c'est que ce mariage ne fonctionne pas. En fait, le roi Louis VII, il est super croyant et il veut se battre pour faire régner la chrétienté en Europe. Alors que Aliénor, elle est plus tournée vers la culture, la fête, la séduction, quoi. Et d'ailleurs, en privé, elle surnomme son mari le moine. Et donc, pour faire bonne figure et assurer l'unité du royaume, ils restent ensemble et ils ont quand même 2 filles. Sauf que, le temps passe, au bout de 10 ans de mariage, Louis VII commet une première erreur. Il décide d'amener Aliénor avec lui en croisade. En gros, une guerre religieuse contre les musulmans, principalement. La croisade a été terrible. Louis VII sur le champ de bataille est un désastre. Il va jusqu'à abandonner son armée. Pendant ce temps, Aliénor est entourée par des hommes forts, puissants, mais elle apprend justement à user de son don de séduction, de son pouvoir informel. Elle se permet d'intervenir dans des affaires militaires. À l'époque, une femme ne fait jamais ça en plein conseil de guerre. C'est humiliant pour son mari. Du coup, ça la fout mal, mais autre souci à prendre en compte, c'est que Aliénor, elle n'arrive pas à donner un héritier mâle au roi. Et du coup, en 1152, c'en est trop, Louis VII décide de faire annuler son mariage avec Aliénor. Sauf que là, il le sait pas encore, mais il vient de commettre la pire erreur historique. Parce que 2 mois après, Aliénor épouse un certain Henri Plantagenet, qui est à ce moment-là comte d'Anjou et duc de Normandie, et qui deviendra alors 2 ans plus tard le roi d'Angleterre. Sauf que forcément, grâce à ce mariage, le trop cher Henri récupère le duché d'Aquitaine qui devient alors anglais. Et à ce moment-là, au fil du temps, les tensions vont grandir entre la France et l'Angleterre jusqu'à aboutir à la fameuse guerre de 100 ans et qui va alors engendrer de nombreux morts, des villes dévastées et même un déclin commercial. L'erreur de calcul de Christophe Colomb. C'est toi qui es con, tu connais rien en calcul. Là, j'en viens à l'erreur de calcul la plus célèbre de l'histoire. Elle concerne Christophe Colomb, qui, comme vous le savez, a débarqué en Amérique en 1492 en pensant qu'il était en Asie. Sachant que lui, son projet de base, c'était trouver une route maritime entre l'Europe et ce qu'on appelait autrefois les Indes, en gros l'Asie du Sud-Est, pour exploiter les richesses sur place. Le problème, c'est qu'à l'époque, ça semble difficile de contourner quand même l'Afrique par la mer, parce que ça fait quand même un grand détour, comme vous le voyez. Christophe Colomb se dit alors, c'est simple, il suffit de faire le tour de la Terre en passant par l'Ouest, et techniquement, on va finir par arriver aux Indes, parce que la Terre est ronde. Et selon ses calculs, il va pouvoir traverser l'océan Atlantique entre 6 à 7 semaines max. Et il devrait alors à ce moment-là atteindre l'île de Cipango, qui est le nom chinois donné au Japon, et dont l'existence était déjà attestée quand même dans les récits de Marco Polo, quoi. Le souci, c'est que pour calculer la circonférence de la Terre, donc en gros le tour du monde, en fait il se base sur les calculs d'un géographe grec, mais qui était de l'Antiquité, quoi, donc pas mis à jour depuis un moment. Et ce grec-là, il pensait que la Terre faisait 30 000 km de circonférence, alors qu'en réalité, on est plutôt autour des 40 000. Et là, en réalité, ça change tout, parce que ça multiplie quand même par 3 la distance entre l'Europe et les Indes. Et surtout, ça ne prend pas en compte un continent inconnu à l'époque, l'Amérique, en plein milieu du trajet. Et là, en 1492, après une traversée périlleuse, Christophe Colomb croit débarquer au Japon. Mais à ce moment-là, pas du tout, il débarque en réalité sur une île des Caraïbes qu'il va nommer San Salvador. Et la suite, vous la connaissez, l'Europe découvre à travers son exploit l'existence de l'Amérique et de ce qu'on appellera alors le Nouveau Monde. Ça va conduire à la colonisation des peuples autochtones avec tous les crimes, tous les bouleversements culturels et économiques que ça implique. La vente de l'Alaska par la Russie. Eh oui. Très récemment, face aux sanctions américaines à cause de la guerre en Ukraine, le président du Parlement russe a récemment déclaré que l'Alaska nous appartient. Sachant que quand il dit ça, il va dans le sens de Vladimir Poutine, qui lui-même a dit, je cite, « Toute terre où le pied d'un soldat russe a été posé appartient à la Russie ». Du coup, ça prend large, quoi. Et en effet, avant de devenir un État américain, l'Alaska a d'abord appartenu à la Russie. En fait, il se trouve que les Russes, ils ont commencé déjà à s'installer en Alaska dans les années 1780 pour faire du commerce de fourrure. Mais au fil du temps, le territoire n'était pas vraiment hyper rentable pour eux, quoi. Les Russes commencèrent à sérieusement se demander s'ils pouvaient maintenir leur colonie en Alaska. Tout d'abord, la colonie n'était plus rentable après la décimation de la population de l'outre-de-mer. Ensuite, l'Alaska était difficile à défendre et la Russie manquait de liquidités en raison des coûts de la guerre de Crimée. Et du coup, en 1867, le tsar de Russie, Alexandre II, décide de vendre l'Alaska pour 7 millions de dollars, ce qui aujourd'hui fait à peu près 140 millions de dollars. À l'époque, les Russes, ils protestent contre cette décision parce qu'ils estiment que le prix de vente est déjà quand même assez dérisoire. Et ils ont raison, parce qu'en vendant l'Alaska, Alexandre II a commis une erreur fatale qui a permis aux États-Unis de s'en mettre plein les fouilles. Parce que quand même, on estime que depuis qu'ils ont chopé l'Alaska, les États-Unis ont gagné des centaines de milliards de dollars. Et tout ça grâce à l'huile de baleine, aux fourrures, au cuivre, à l'or et surtout
au pétrole. La catastrophe de Courrières. Not a good Si je vous choice. parle de la mine de Courrières, ça vous dit sûrement pas grand-chose, sauf peut-être Non. si vous venez du Nord-Pas-de-Calais. Et pourtant, c'est dans cette mine de charbon qu'a eu lieu la plus grande catastrophe de l'histoire des mines en Europe. En fait, tout commence à 6h du matin, le 10 mars 1906, quand une énorme explosion ravage 110 km de galerie. En fait, l'explosion, elle est si forte qu'elle fait trembler les vitres des habitations qui sont tout près de la mine. Et pour vous dire, le souffle de l'explosion, il est tellement fort qu'il y a un cheval dans la galerie qui est balancé à 10 mètres de haut. Et ce jour-là, il y a à peu près Wow. 1600 mineurs qui sont présents dans la mine et qui travaillent à 340 mètres de profondeur. Et là, c'est une hécatombe, on estime qu'il y a à peu près 1000 mineurs qui meurent dans l'explosion. Et en tout cas, alors que les sauveteurs sont dépêchés sur place à la recherche d'éventuels survivants, les dirigeants de la mine trouvent cette démarche inutile. En fait, ils font en sorte que les recherches de survivants soient bâclées et surtout, ils font murer certaines galeries. Accepte finalement d'augmenter les salaires et de revoir les normes de sécurité des mines partout en France. Et le gouvernement français met alors en place une loi qui va changer la vie de tous les Français, l'obligation d'un repos hebdomadaire le dimanche. La clé oubliée du Titanic. Bon, on le sait, oublier ses clés, c'est vraiment relou, surtout quand on doit payer hyper cher un serrurier. Mais dites-vous qu'il y a pire. Oublier par exemple de rendre les clés d'une armoire du Titanic. Et ça, c'est ce qui est arrivé à un certain David Blair, qui est capitaine adjoint du navire et qui n'a pas été retenu pour la fameuse traversée. En quittant le navire, il aurait emporté avec lui les clés d'une armoire qui contenait les jumelles de la vigie du Titanic, en oubliant de les filer à son remplaçant. Et résultat, sans les jumelles, les marins qui sont chargés d'observer l'horizon, ils n'ont pas vu suffisamment vite le fameux iceberg qui a causé le naufrage du Titanic. D'ailleurs, petit fun fact, mais David Blair, il a conservé d'ailleurs les fameuses clés jusqu'à les léguer à sa fille qui en fit don à un musée en 1980. Elles ont ensuite été vendues aux enchères pour la somme de 100 000 $. Le soldat épargné. Parfois, on fait des erreurs, mais on s'en rend compte qu'a posteriori. Alors que sur l'instant, on pense qu'on a fait le bon choix. Et ça, c'est ce qui est arrivé au soldat britannique Henry Tanday durant la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, on est en septembre 1918, et lors de la bataille du canal de Saint-Quentin, les Allemands battent en retraite. Là, Henry croise alors un caporal allemand de son âge, et il s'apprête à lui tirer dessus. Mais au dernier moment, l'Allemand lève la main pour faire comprendre qu'il est blessé, et il se rend. Bon là, Henry, hyper sympa, il décide de l'épargner, mais il ne sait pas à ce moment-là que ce soldat, c'est Adolf. J'ai visé, mais je n'ai pas pu tirer sur un homme blessé. Alors je l'ai laissé partir. Si j'avais su ce qu'il deviendrait... Holy shit, can you... That's crazy. Celle-là, wow. Si j'avais su le nombre de femmes et d'enfants qu'il tuerait, Dieu que j'ai regretté de l'avoir laissé partir. Après, certains historiens pensent que l'histoire elle est fake, qu'elle aurait été inventée par lui-même, et que Tanday, lui, il avait un souvenir confus de l'histoire. Une tragique erreur de traduction. On est en 1945 et là l'Allemagne vient de capituler et les Alliés sont sur le point de remporter la Seconde Guerre mondiale. Mais du côté du Pacifique, le Japon résiste encore aux attaques, notamment américaines. Et pourtant ils ont de lourdes pertes, notamment lors de la bataille de l'île d'Okinawa. En tout cas, la situation elle est désespérée et le Japon il finit par retirer ses troupes de l'île. Mais ça ne suffit pas pour les Américains, les Anglais et les Russes, qui menacent le Japon d'une destruction totale s'ils ne lâchent pas l'affaire, qu'ils ne capitulent pas quoi. Et c'est assez fou parce que justement au Japon, l'empereur Hirohito, il est favorable à la paix, mais les grands chefs militaires veulent poursuivre les combats jusqu'au bout. Et justement, lors d'une conférence de presse avec des journalistes internationaux, le premier ministre japonais de l'époque, il doit apporter la réponse officielle à cette déclaration. Je crois que la proclamation conjointe des trois pays n'est qu'une redite de la déclaration du Caire qui prévoyait déjà les conditions imposées au Japon en cas de défaite. Quant au gouvernement, il n'y voit aucune valeur importante et n'a d'autre choix que de l'ignorer complètement, de lutter résolument pour l'issue victorieuse de cette guerre. Et c'est alors là que se produit l'une des plus grandes erreurs de traduction de l'histoire. Parce que, en effet, dans sa réponse, le premier ministre japonais utilise le terme mokusatsu. Et au Japon, en fait, cette expression, elle peut vouloir dire aussi bien ne pas tenir compte ou ignorer, mais elle peut aussi vouloir dire sans commentaire. Le problème, c'est que, compte tenu du contexte, la presse choisit la première traduction, donc en gros ignorer, alors que le premier ministre déclara plus tard que c'était le deuxième sens qu'il avait choisi, c'est-à-dire il fait pas de commentaire. Résultat, les Américains pensent que les Japonais ignorent leur avertissement et du coup, ils décident d'attaquer. Et là, la suite, vous la connaissez, le 6 et le 9 août 1945 ont lieu les bombardements atomiques sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Là, l'empereur du Japon décide alors de finalement capituler en mettant fin à la Seconde Guerre mondiale avec la défaite du Japon. L'accident de Tchernobyl.
connaissez la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Vous savez, ça avait eu lieu en Ukraine et c'était en 1986. Et à ce moment-là, tout commence le petit matin du 25 avril lorsque des ingénieurs veulent faire un test sur le réacteur 4 de la centrale nucléaire. En fait, ce test, il avait juste pour but de déterminer si le refroidissement du cœur du réacteur, il pouvait continuer à assurer, même s'il n'y avait plus d'électricité. Alors là, il commence à baisser la puissance pour tester quoi. Sauf que dans l'après-midi, le centre de distribution électrique de Kiev demande de maintenir le réacteur à mi-puissance. Parce qu'il y a trop de gens qui ont besoin d'électricité quoi. À ce moment-là, le test prend alors du retard et il ne peut reprendre qu'avec l'équipe de nuit, qui se retrouve avec un réacteur resté trop longtemps dans des conditions instables. Là, quand les ingénieurs reprennent le test vers 23h, la puissance du réacteur chute plus rapidement que prévu. En fait, les calculs des ingénieurs étaient faux et en constatant leur erreur, au lieu d'arrêter le test, ils décident malgré tout de continuer et désactivent même le système d'arrêt d'urgence. Peut-être que l'équipe d'ingénieurs était très formée sur le test qu'elle devait mener, mais elle n'avait pas de grandes idées sur les répercussions de tout ce qu'elle allait faire sur le réacteur à proprement dit. Ils avaient le nez dans le guidon, uniquement concentrés sur le système d'alimentation électrique. Le problème, c'est que la puissance du réacteur augmente brusquement et là, les ingénieurs perdent totalement le contrôle. Et ce qui devait arriver arriva, c'est l'explosion. Alors l'incident fait plusieurs victimes chez les employés de la centrale et aussi les pompiers et les décontaminateurs qui sont intervenus par la suite. De plus, des matières radioactives se dispersent dans l'atmosphère et provoquent de graves problèmes de santé, parfois même mortels, chez les personnes exposées. Et du coup, suite à cette catastrophe, une enquête a démontré que l'accident était dû à des problèmes de conception du réacteur, mais aussi par une succession d'erreurs humaines. La chute du mur de Berlin. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et la ville de Berlin sont partagées en deux pour être administrées par les vainqueurs. D'un côté, à l'est, on a la RDA qui est dirigée par l'URSS, et à l'ouest, on a la RFA dirigée par l'Angleterre, les États-Unis et la France. Le problème, c'est que durant la guerre froide, certains habitants de Berlin-Est déménagent en masse vers l'ouest, qu'ils estiment bien plus développé. Et du coup, pour empêcher cet exode massif, les Russes, ils vont construire le fameux mur de Berlin en 1961, avec l'interdiction pour les habitants de l'Est de I saw it. We watched a video about the wall and both sides, and oh man, it was this video was not good, crazy. Like you would straight up be shot on sight if you crossed. le franchir. Sinon, il y a trop de main-d'œuvre qui se barre, c'est chiant quoi. Sauf qu'en 1989, l'URSS est super affaiblie économiquement et politiquement. Et des protestations éclatent dans le pays pour réclamer la chute du mur de Berlin. En réponse à ça, l'URSS décide d'autoriser les voyages à l'étranger grâce à des visas sans condition. Mais c'est là qu'intervient un certain Günther Schabowski, qui est alors porte-parole du Parti Socialiste, qui dirige à ce moment-là du coup, le camp Est, côté URSS. Donc. Et c'est alors le 9 novembre 1989 qu'il est chargé d'annoncer la nouvelle mesure aux journalistes. Suite à l'annonce de Schabowski, je lui pose la question « C'est valable aussi pour Berlin-Ouest ?» Il me répond aussitôt « Oui, pour toutes les frontières ». Puis je demande « À partir de quand ?» Et après avoir cherché dans ses notes, il m'a répondu « Pour autant que je sache, à partir de maintenant ». Le gros souci, c'est que Schabowski, il a parlé un peu vite. Et la police des frontières, elle n'avait eu aucune instruction officielle, et les frontières, elles étaient bien fermées. Alors que pendant ce temps-là, des milliers de Berlinois de l'Est se ruent vers le mur de Berlin, parce qu'ils veulent se barrer. Là, les gardes frontières sont totalement dépassés, et Günther Schabowski en arrive même à donner l'ordre de tirer sur les gens qui essaieraient de franchir le mur. Au final, vers 23h30, ils en peuvent plus, et un officier des gardes frontières finit par ouvrir la barrière de la frontière principale. Là, ça va hyper vite. En quelques jours, le mur finit par être détruit, et aujourd'hui, il représente le symbole de la fin de la RDA, et la chute de l'URSS 2 ans plus tard. Ouais. Le naufrage de l'Exxon Valdez. Oh, ouais. En 1989, Ça, c'est tellement triste, ça. le pétrolier Exxon Valdez s'est échoué sur les côtes de l'Alaska. Petit problème, c'est que ça provoque une énorme marée noire en déversant presque 40 000 tonnes de pétrole sur 2000 km de côte. C'est gigantesque. Le pétrole, il va tuer des centaines de milliers d'animaux qui vont être embourbés là-dedans et il va ruiner le business de milliers de pêcheurs. À l'époque, les causes de l'accident sont incompréhensibles. Parce que vraiment, à ce moment-là, il faisait beau, la mer était calme, sauf qu'en réalité, il semblerait que le capitaine, Joseph Hazelwood, il était bourré au moment de la manœuvre. Ça aide pas. En fait, il aurait passé apparemment la journée dans un resto à boire des verres pour fêter l'anniversaire de sa fille. Et peu après le départ, il serait allé se reposer dans sa cabine en laissant un officier peu qualifié prendre les commandes du bateau. Et l'officier, un certain Gregory Cousins, se retrouve alors seul avec un marin chargé de tenir la barre du bateau. Et là, alors qu'il avait l'ordre de tourner à tribord, après une balise, donc à droite, il confond la gauche et la droite et il tourne à gauche. Et là, le pétrolier entre en collision avec un groupe d'icebergs. Et c'est ainsi que le capitaine Hazelwood, complètement bourré, s'est retrouvé responsable d'une des plus grandes marées noires de l'histoire. La catastrophe de Fukushima. Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 suivi d'un tsunami frappe le Japon. This was unbelievable. You guys, everybody in the world watched these videos. Unbelievable.
Et là, la centrale nucléaire de Fukushima, qui est située sur le littoral, est touchée par des vagues de 15 mètres, ce qui affecte notamment les systèmes de refroidissement de 3 réacteurs sur 4. Là, les réacteurs se mettent alors à surchauffer, ce qui va provoquer des explosions d'importants rochers radioactifs. À ce moment-là, des dizaines de milliers de personnes qui vivent près de la centrale doivent être évacuées. Le problème, c'est que TEPCO, qui est l'entreprise qui gérait la centrale de Fukushima, elle n'avait pas du tout anticipé ce type d'accident, qui est pourtant quand même assez fréquent au Japon. D'ailleurs, c'est pour dire, même la NISA, qui était l'agence nucléaire japonaise, n'avait pas prévu ce genre de scénario-là. La NISA savait que TEPCO n'avait préparé aucune mesure pour réduire ou éliminer le risque, mais elle n'a donné aucune instruction spécifique pour remédier à cette situation. L'accident est le résultat d'une faute collective entre le gouvernement, les régulateurs et TEPCO et leur manque de gouvernance. Ils ont trahi le droit de la nation de se protéger des accidents nucléaires. Par conséquent, nous concluons que l'accident est clairement fabriqué par l'homme. Apparemment, l'enquête a montré que la NISA et TEPCO avaient été mis au courant dès 2006 d'un risque quand même de coupure générale de courant dans la centrale en cas de tsunami. Mais ils ont tout bonnement ignoré l'information. Et lors du moment où c'est arrivé, ils ont fait porter le chapeau à un ouvrier de la centrale, qui de son côté aurait juste stoppé le système de refroidissement pour pas que le réacteur se refroidisse trop vite. Et en vrai, c'est le plus tragique, c'est que lui, l'ouvrier, il n'avait fait qu'appliquer les consignes qu'on lui avait données. L'explosion du port de Beyrouth. Alors ces images impressionnantes sont celles de l'explosion du port de Beyrouth au Liban en 2020. En fait, ce jour-là, ce sont plus de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui explosent d'un coup suite à un incendie dans le lieu de stockage. Et en fait, le nitrate d'ammonium, c'est une substance principalement employée comme engrais pour un usage agricole. Mais il peut aussi être utilisé dans la fabrication d'explosifs. Sur l'instant, le souffle de l'explosion ravage une grande partie de la ville, en faisant 200 morts et des milliers de blessés, et en laissant 300 000 personnes sans logement. Sauf que cette catastrophe-là, elle aurait pu être évitée depuis le début. Pour comprendre, il faut remonter en 2013, quand un navire moldave appelé le Rosus effectue un trajet vers le Mozambique. En fait, le bateau il contient la fameuse cargaison de nitrate d'ammonium, mais l'entreprise qui affrète la marchandise est en difficulté financière. Et du coup, elle ordonne alors au Rosus de faire escale à Beyrouth, histoire de récupérer d'autres cargaisons pour financer sa traversée. Et c'est alors à ce moment-là qu'il est décidé de stocker tout le nitrate d'ammonium dans un hangar du port de Beyrouth. À l'époque, en fait, les douaniers ils sont au courant de la dangerosité du nitrate d'ammonium, et ils estiment que le hangar où c'est stocké, il est pas du tout adapté pour ça. Du coup, ils vont alerter les autorités à 6 reprises. Et à chaque fois, on va les envoyer balader. Alors que ce soit des membres du ministère de l'économie, de la défense ou même de l'intérieur, tout le monde se renvoie la balle sans prendre de mesures. Des preuves montrent de manière accablante que l'explosion d'août 2020 dans le port de Beyrouth a été causée par la négligence de hauts responsables libanais qui n'ont pas communiqué avec précision les dangers posés par le nitrate d'ammonium. Ils ont sciemment stocké ce composant dans des conditions dangereuses et n'ont pas protégé la population. Suite à l'explosion, les autorités libanaises ont promis d'enquêter rapidement et sérieusement. Mais en réalité, l'enquête elle est toujours en cours. Elle a été retardée par les responsables politiques concernés, qui ont évidemment fait pression sur la justice pour ne pas que leur culpabilité soit démontrée. Le blocage du canal de Suez. Alors, vous savez, le canal de Suez en Égypte, c'est maintenant l'une des routes maritimes les plus fréquentes au monde. Et en effet, ce canal qui relie la Méditerranée à l'océan Indien, il voit passer à lui seul 10% du commerce maritime international. C'est gigantesque, quoi. Sauf qu'en 2021, un porte-conteneur nommé Ever Given s'est retrouvé coincé au travers du canal, en bloquant toute la circulation. Sachant que le bateau, c'est pas un petit truc, il fait 400 mètres de long et il transporte 200 000 tonnes de marchandises. En fait, dans la nuit du 22 au 23 mars, il traverse le canal de Suez, quand il est pris dans une tempête de sable et de vent à plus de 70 km/h. Là, le navire il n'arrive pas à encaisser, il se met à dériver jusqu'à se retrouver coincé en travers du canal pendant 6 jours. Alors 6 jours, c'est beaucoup trop, surtout que, comme je vous dis, il y a énormément de navires qui passent par là, et au final, on a 400 bateaux qui se retrouvent coincés, c'est un embouteillage, quoi, mais maritime. Et sachant que quand même, là, les experts estiment que le coût du blocage pour les transporteurs de marchandises était de 8 milliards d'euros par jour. Là, face à la polémique pour déterminer qui allait payer la facture, une enquête de plusieurs mois a été lancée par les autorités égyptiennes pour trouver le fameux responsable. Les données de la boîte noire du navire prouvent que c'est bien une erreur humaine. Le capitaine a émis 8 ordres en moins de 12 minutes alors qu'il tentait de remettre le navire en alignement. Le navire aurait viré à bâbord, puis à tribord, avant de percuter la rive. 3 autres navires ont traversé le canal de Suez sans problème, peu de temps avant l'Ever Given et dans les mêmes conditions météo. Bon, au final, une fois dégagé, l'Ever Given a quand même pu quitter l'Égypte, après quand même que l'entreprise japonaise, propriétaire du bateau, ait pu payer à peu près $1,5 milliard de réparation à l'Égypte. D'ailleurs, petit fun fact, mais si vous vous demandez comment vous auriez fait à la place du capitaine, eh bien la chaîne d'info CNN, elle a lancé un mini-jeu de simulation. Et en fait là, le but c'était de réussir à traverser le canal de Suez avec une réplique de l'Ever Given. Et croyez-moi, c'est vraiment pas simple. I believe that. Eh ben voilà. Great video. I like that. Quick little events that happen. This is like what do we got here? I think it's called
10-10 news or something. 10-10 wins, that's it. We'll give you the world in 10 minutes. Et bien voilà pour les pires erreurs humaines de l'histoire. Vous le voyez, c'est quand même fou de voir à quel point une petite décision, ça peut avoir des conséquences dramatiques The Valdez was one that I'll never forget. Pour la suite. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce qui vous intéresse pour la suite? En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. C'était un plaisir. Et sur ce, nous on se retrouve à la prochaine. D'ici là, faites de beaux rêves. Good video, brother. Good video. Good information. Some I didn't know, and some I did know. Yeah. And, I mean, at the end of the day, it's almost always human fault. Almost always. How often does a true catastrophe happen where a human's not behind it? Think about that. How often does a true, like, okay, the tsunami in Japan, that was not human error. There's nothing you could do about that. There's a freaking earthquake and, a volcano. Or was it an earthquake under the water? I forgot. Well, either one, both of them caused catastrophes with the water. And when I was watching the tsunami do what it did, I never realized the power of water until that day. That was just shocking. The videos, the hundreds of videos. I remember the one before that was in Indonesia. That was brutal too, man. Brutal. It's just unbelievable what it does. But yeah, no, I mean, there's a lot of terrible things, and 90% of the time it's humans. It's humans. But good video, like I said, good information, and well done, sir. Good video. Take care. Peace out. A la prochaine.